Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, à 172, avec notre camarade Piquécou à la régie, notre camarade Jean Mineron à l'instruction publique. Mais tu balances des noms maintenant? Oh bien, pardon. On n'a pas le temps de dire bonjour. C'était un joke. Et Piquécou n'a même pas eu le temps de dire bonjour. Ah bah, oui. Bonjour tout le monde. Notre camarade Jeannot à ma gauche à l'instruction publique et ma pomme au blabla tout de suite pour vous parler avec un peu de retard et on vous prie de nous en excuser. L'artiste dans la société, mais où est-il donc? Il y est certainement pas puisqu'il est en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique en toc, et là on est assez tranquille de ce côté-là, parce qu'il fait pas de mousse. L'artiste et la religion. Oui, là, il y est dans la religion, tous les jours, on peut en voir sur les prie-dieux des églises de la périphérie en train d'implorer le ciel afin qu'ils puissent réussir, gagner une carrière, des médailles, enfin tous les petits hochets qui font la notoriété. L'artiste et la science, bon. Là, on est un peu plus, on manque d'informations, disons. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité. Il dit plein de mauvaises choses. Bon genre. Ouais, une émission dont le thème aujourd'hui est témoin de son temps. Et le témoin de son temps, c'est Guillaume Apollinaire, qui a versé, il fallait bien vivre dans la critique d'art, mais il l'a fait avec une certaine fraîcheur, on va dire. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et je rappelle le numéro du studio tout de suite, le 01 43 71 89 40. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. On lui a fait des églises pour calmer son coucou. Des temples et des mecs, où des femmes et des mecs l'honorent à genoux. Parmi tous ces mordus, ces millions de fanats, toutes ces brebis, il y a ceux qui adorent Jésus, ceux qui préfèrent Allah, d'autres leurs canaries. Si t'es athée, sais-tu, pour ces gars t'es foutu, tutu. Ils disent que tu te gourres et que Dieu est amour, et après ils te tuent. On brûle à les sorciers, les homos sans papier, les francs-maçons. Et même on fit becter à de pauvres lions, blandiner les garçons. Le bon roi Saint-Louis massacra les harkis jusqu'à Tunis. Puis revint sous le gui, mettre l'étoile aux juifs et rendre l'injustice. Charles IX le cateau, offrit au parpaillot au nom de Dieu. La Saint-Barthélemy, les Irlandais depuis n'ont pas fait beaucoup mieux. Monsieur Christophe Colomb, qui le vendredi n'aimait que le poisson, grilla au chalumeau tous les Géronimaux qui mangeaient du bison. Pas de préservatif, dit le souverain pontife au nom de Dieu. Et cette manière sage de réduire le chômage en fit un homme heureux. Il y a ces fous de Dieu qui, au nom de la vertu, chapeau pointu, égorgent bravement des femmes et des enfants en lisant le Coran. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Si ce Dieu juste est bon, n'envoie ses oraisons qu'à des tueurs. Doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Est toujours la meilleure. C'était Pierre Perret au nom de Dieu. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours son Dieu, toujours en aide, toujours sans paix plus sud. Et tout de suite, notre Jean va vous envoyer... Tu me rappelles certains mandatés de la FA quand tu prends cette voix...
Notre Jean, ah ben non, c'est la minitude de luminance de mon mot la science, excusez-moi. Je passais déjà la parole à notre Jean, mais parce qu'il a une parole qui porte quand même, il faut le dire. Oui, cette chanson de Pierre Perret me permet de vous introduire, si j'ose dire, en douceur, on va poser, si vous voulez, notre solidarité avec Charlie Hebdo. C'est pas courant ici, mais bon, pour une fois, on est assez d'accord avec eux d'avoir eu le courage, parce qu'il faut vraiment avoir du courage quand on voit de la manière avec laquelle nos politiques se couchent dans la perspective de représailles de la part des fous, des timbrés extrémistes, concernant évidemment cette histoire de caricature de prophète dans le Charlie de la semaine dernière, qui relayait, enfin pour un peu se moquer d'espèce de film, si on peut appeler ça un film, qui est sorti aux États-Unis il y a 2 ans d'ailleurs, sans en faire de mousse. Il y avait 3 spectateurs dans la salle quand il est sorti. On n'en a pas parlé, mais là, comme il a été foutu sur le net récemment, ça a un petit peu excité nos camarades salafistes et compagnie. Et ce qui présage d'ailleurs de choses pas très enthousiasmantes pour l'avenir, parce que si on commence à essayer de trouver des solutions raisonnables avec des gens qui sont absolument pas du tout, si on obéit, si on se couche devant leurs imprécations, leurs cris de mort, etc., on retourne carrément dans une période qu'on préférerait avoir laissée derrière nous, enfin dans l'histoire, quoi, comme l'Inquisition, comme la Saint-Barthélemy, comme tous les massacres que les religions diverses et avariées ont pu commettre depuis qu'elles existent, enfin celles du moins du Dieu unique, parce que avant, pendant l'Antiquité, il y avait tellement de dieux qu'on pouvait pas se battre pour un en particulier, ni pour tous, parce que c'était un peu difficile, voilà. Oui, solidarité avec ce canard, parce que malgré ce que toute la presse aux ordres peut exprimer, c'est-à-dire ils sont tous là en train de faire de la morale ou en train de dénigrer l'initiative de Charlie sous des prétextes divers et encore une fois variés, comme où ils ont pas de sous donc ils font un coup, etc., ou les appels à la modération, oui, la liberté d'expression, mais à condition, ah oui, la suppression de la peine de mort, mais à condition, etc. Quand on commence à poser des conditions à des principes, c'est que les principes on les bafoue complètement. Et là c'est le cas. Alors avec toutes les leçons de morale, toutes les calomnies qui circulent dans la presse, je répète, la presse aux ordres, les chiens de garde de la République, quoi, voilà. Parce que je rappelle quand même que les responsables de cet hebdo, leur vie est en danger. Il y a des mecs qui ont appelé à leur couper la tête. Il y en a un qui a été arrêté récemment, carrément leur trancher la tête, etc. Voilà. On a affaire vraiment à des grands malades. Et quand on voit le petit Charbe à la télévision, enfin, il fait plutôt ado que plutôt. On n'a pas vraiment envie qu'il se fasse couper la tête, quoi. Alors voilà, c'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. On pourrait en tartiner pendant 8 jours, mais en tout cas dans cette émission, on est, je crois tous les trois, tout à fait en accord avec avec ce qu'a fait Charlie Hebdo à propos de cette histoire de film un peu débile, c'est vrai, mais justement tellement débile qu'il n'avait pas suscité des réactions aussi barbares. De toute façon, personne ne l'a vu. Non, et surtout pas ceux qui se révoltent. Tu me diras, ils n'ont pas lu le Coran non plus, donc de toute manière, c'est sûr que... Ouais. L'histoire a prouvé, si tu veux, et elle l'a fait pratiquement, enfin systématiquement, je vais dire qu'il ne sert à rien de reculer devant les plus extrémistes. Pas un pouce, il faut pas reculer d'un pouce. Voilà, c'est la seule chance qu'on ait. De toute façon, ça s'est toujours mal fini quand on a fait l'inverse. Donc. Et je rappelle aux auditeurs qui nous prennent en cours de blabla que
on n'est pas seulement contre les extrémistes salafistes, mais on est aussi contre les extrémistes catholiques, on est aussi contre les extrémistes juifs, toutes les formes d'extrémisme qui nient l'humanité, notre humanité, voilà. Notre extrémisme à nous. Parce que c'est... Notre humanité est aussi assez radicale, je vais dire, mais bon... Au moins, c'est une humanité. Voilà. Hein, non, ne faire de mal à personne. Génération stagiaire, il y a 2 ans, d'ailleurs, j'en avais déjà touché un mot, le magazine de France 2, Envoyé spécial, avait fait un documentaire, enfin, je sais pas comment eux ils appellent ça, sur le sujet. Alors, 2 ans après, il est revenu, je sais plus si c'était samedi, dimanche, lundi, j'ai oublié, mais il est revenu sur les méthodes abusives de certains employeurs peu scrupuleux vis-à-vis de leurs jeunes stagiaires. Hein. Alors évidemment, là aussi on pourra choisir d'argumenter sur l'étudiant, tu vois, qui sort d'une grande école comme HEC ou Polytechnique, hein, pour ne citer que celle-là, et qui lui attend sans angoisse le moment où il pourra effectuer son stage incontournable hein, de fin d'année. Il n'a en effet, cet étudiant-là, pas beaucoup à chercher. Des entreprises prestigieuses étudient son dossier depuis son entrée dans l'école. Hein. Elles sont accoutumées à puiser dans le vivier des promotions hein, pour s'adjoindre les meilleurs collaborateurs. En plus d'une rémunération attrayante, hein, ce stagiaire se verra même proposer un CDI à l'issue de son stage. Hein. C'est à coup sûr. Hein. Mais ce jeune diplômé des grandes écoles est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Entre la fin de leurs études et l'entrée dans la vie active salariée, hein, les jeunes empruntent donc ce passage obligé du stage en entreprise. Ce qui devrait être un outil de formation hein, et de découverte professionnelle, c'est du moins ce qu'espéraient ceux qui l'ont conçu, hein, c'est transformé en un instrument de flexibilité pour des patrons peu scrupuleux. Tu ne me contrediras pas, mon cher Robert. Absolument pas, mon Jean. Cette zone grise, on va dire ça pour être aimable, hein, j'aime bien être aimable, qui ne confère aucun statut officiel. Ouais, au moins quand t'es en colère, on sait que c'est pas du pipeau. C'est que j'ai mangé un truc qui passe pas, quoi. Ni aucun statut officiel, mais aucune reconnaissance sociale non plus. Hein. Devient durable, bien évidemment, et mène ces jeunes adultes tout droit jusqu'à la précarité. Hein. Cindy était déjà l'une des héroïnes du premier reportage. 2 ans après, son fabuleux palmarès comptabilise déjà 5 stages en entreprise. Hein. Ouais. Employée dans plusieurs agences de pub, elle a exercé des responsabilités, supporté des horaires extensibles et stressants. Tout ça, on le devine, pour un salaire absolument misérable. Sans jamais, bien sûr, réussir à décrocher le Graal d'un contrat de travail. Hein. Aujourd'hui, elle raconte ses tourments d'ex-stagiaire sur son blog et dans des BD. Une catharsis qui, malheureusement, n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Chaque année, ils sont ainsi environ 1,5 million à partir à la recherche d'un stage. 1,5 million 1,5 million, bah oui. Le secteur de la distribution textile est celui qui profite peut-être le plus de cette aubaine. Hein. Certains points de vente comptent ainsi plus de stagiaires que d'employés. Et oui. Tout juste âgés de 18 ans, ils sont exploités, je vous le dis dans l'ordre, hein, humiliés, soumis à des obligations de productivité, sans le moindre euro de gratification. Rien n'a changé pendant ces 2 années, qui séparent le premier reportage de France 2 du second. Hein. En dépit des actions coup de poing du collectif Génération Précaire et d'un renforcement certain de la législation, il faut quand même le nommer, hein, le préciser, les dérives perdurent parfois au grand jour. Et l'on observe effaré hein, le cynisme satisfait de ce système foireux qui banalise le concept du travailler gratuitement, obéissant aux injonctions d'un capitalisme pour lequel l'être humain n'est qu'une simple variable d'ajustement. Voilà, alors je vais vous donner le site de Génération Précaire, je crois que c'est pas mal, http://www.génération-précaire.org. Voilà, tout ça sans accent. Hein. Je rappelle que sur Internet, on ne met pas d'accent hein, dans les adresses. Ben voilà, alors Jean, il parle de variables d'ajustement, et pour nos camarades salafistes, c'est variable de raccourcissement. Je sais pas laquelle des deux je préfère. Ouais, moi non plus. Moi, je vais vous parler de vidéosurveillance. Vous savez, ces petites caméras qu'on veut nous mettre un peu partout au-dessus de nos têtes. Ah bah, c'est une mini-tube très gaie.
Donc voilà, la vidéosurveillance coûte cher, mais pour un résultat en soi très limité. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, la vidéosurveillance est devenue le principal instrument de lutte contre l'insécurité. Les évaluations scientifiques démontrent pourtant que dans les espaces publics, son impact, tant préventif que répressif, est très limité. Il devient même dérisoire si on le rapporte aux coûts financiers pour une collectivité locale. En 2008, ce sont 22 000 caméras qui sont réparties dans 1500 communes, alors qu'en 2005, on en dénombrait 850. Mais l'objectif du gouvernement de l'époque était d'atteindre 60 000 caméras. Alors le coût initial d'équipement est estimé à 1,5 million d'euros pour 40 caméras, et malgré une prise en charge de l'État pour l'investissement, les frais de maintenance, la location des réseaux de transmission évalués à 10% du budget initial demeurent à la charge des collectivités locales qui assument aussi le coût humain. En effet, il faut du personnel pour surveiller tous ces écrans, compter une équipe de 14 personnes pour un fonctionnement en continu, soit 450 000 euros, auquel ajouter du personnel municipal pour intervenir sur le terrain. En effet, la réduction des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie oblige les communes à compenser ce manque de personnel par l'embauche de policiers municipaux. Et pour remédier à ces dépenses excessives, constatées également à l'étranger et de fait en Angleterre, George Orwell l'avait imaginé, la société Internet Eyes a mis en place une sorte de réseau social de la surveillance vidéo. Au Royaume-Uni, cette société propose aux internautes, britanniques ou d'ailleurs, de se connecter à 4 caméras de vidéosurveillance installées dans des lieux publics. Depuis leur ordinateur, ils doivent alors observer le mieux possible ce qui se passe devant les objectifs. S'ils surprennent un délit, ou pire un crime, c'est bingo pour eux. En prévenant le propriétaire de la caméra, la police, les entreprises ou les commerces, l'internaute chanceux gagne des points qui à terme lui rapportent jusqu'à 1100 euros. L'idée est d'allier la prévention du crime et la motivation financière, admet Tony Morgan, le responsable du site Internet Eyes, interrogé par le Times londonien. La société Internet Eyes rappelle qu'il y a 4,2 millions de caméras en Grande-Bretagne. Ce service est tellement lucratif, même en rémunérant les internautes, qu'il s'est étendu dans plusieurs pays. Ainsi, en tant que citoyen de l'Union européenne, il est possible de s'inscrire sur ce réseau social et même de parrainer d'autres membres. Alors par curiosité, je suis allée sur le site Internet Eyes voir s'il était encore en fonctionnement. Donc là, on m'a proposé de m'abonner. Bon, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était traduit en 66 langues. Oh là là. Donc il y a du Gujarat. Enfin bon, tout le monde peut vraiment s'y mettre. Voilà. Donc des nations, quand tu nous tiens. Et moi qui croyais que c'était un sport exclusivement national, non. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des pays qui sont plus performants. Mais on va y arriver. On toujours, tu crois qu'ils ont tous les pays, il y a d'autres pays qui ont cette culture de la délation. Nous, on est assez champions. On est fort. Même sans caméra de vidéosurveillance, on arrive à voir des trucs que personne d'autre ne peut voir. Voilà, c'est assez dégueulasse. Quand je vois une caméra, je me remets du mascara. Dans le métro ou dans la rue, je reste toujours bien en vue. Et même aux caméras mobiles, je donne mon meilleur profil. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi, comme une star de cinéma. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi, comme une star de cinéma. Sur Facebook, j'étale ma vie. Je n'ai jamais assez d'amis. Si tu veux me googliser, facile, tout est référencé. Ma taille, mon âge, mon poids, mon sexe. Et même le nom de tous mes ex. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi, comme une star de cinéma. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi, comme une star de cinéma.
bus RFID. Pour la police, c'est pratique. Je suis reconnue en un clic. C'est sûr, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à me reprocher. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi. Comme une star de cinéma. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi. Comme une star de cinéma. Scanner, biométrisé, photographié, numérisé, enregistré et puis fiché. Scanner, biométrisé, photographié, numérisé, enregistré et puis fiché. Les fichiers de RG, c'est ça la vraie célébrité. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi. Comme une star de cinéma. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi. Comme une star de cinéma. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi. Comme une star de cinéma. Big Brother, regarde-moi, regarde-moi. Comme une star de cinéma. Je te vois. C'est la compagnie Joli Môme, Big Brother. Et sur Radio Libertaire, écoutez-moi, la voix de la fédération anarchiste et celle du CBT Pub, avec Arakaï à Piquécou. Non, Piquécou à la régie. Ah oui, c'est Arakaï, hein, je vous rappelle, pour ceux qui se lèvent tard, la 172e, avec notre Jean, qui est à côté, là, qui est impatient de pouvoir vous endoctriner. Prendre le Bonjour. crachoir, Hein si toutefois... Il arrive à être disponible. Je te le laisse, mon Jean. Je te l'offre, Ouais. je te le donne. Piquécou qui va nous lire un extrait des Chroniques d'art de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, c'est 1880-1918. Ouais. En fait, c'est en 1904 que les rencontres de Derain, Vlaminck, Max Jacob, André Salmon et surtout Picasso vont révéler au jeune poète sa sensibilité particulière en matière d'esthétique. Quand je dis particulière, c'est qu'il y a... C'est contrairement à un Diderot par exemple ou à un Baudelaire dont on a déjà lu. Diderot sera pour plus tard. Baudelaire, on a déjà lu des extraits de critiques d'art. Apollinaire, je sais pas, il y a une espèce de fraîcheur, de sincérité. C'est pas il fait pas d'effet de manche. Il est capable de dire par exemple j'aime, je n'aime pas. Des choses qui sont assez rafraîchissantes. En 1910, il hérite de la rubrique la vie artistique dans les colonnes du quotidien parisien L'Intransigeant. Ah ouais. Et pendant 4 ans, jour après jour, il va y lutter de sa plume contre l'incompréhension d'un public moqueur ou hostile, vantant le talent de peintres aussi considérés que le sont aujourd'hui Mondrian, Chagall ou Matisse. Parlons d'abord d'Henri Matisse, un des peintres les plus décriés du moment. N'a-t-on pas vu récemment la presse tout entière, y compris ce journal, le combattre avec une rare violence ? Nul n'est prophète en son pays, et la France se prépare à lapider un des artistes les plus séduisants de la plastique contemporaine. Je suis heureux que l'occasion me soit offerte de louer encore une fois l'intégrité de cet art. Matisse est un des rares artistes qui se soit complètement dégagé de l'impressionnisme. Il s'efforce, non pas d'imiter la nature, mais d'exprimer ce qu'il voit et ce qu'il sent par la matière même du tableau, ainsi qu'un poète se sert des mots du dictionnaire pour exprimer la même nature et les mêmes sentiments. Il possède avec cela un talent véritable, et son unique tableau, exposé au milieu d'œuvres où l'influence des impressionnistes se fait encore sentir, ressort bien davantage. C'est là une œuvre d'art authentique. Puis est en grand progrès. Ses paysages avec la mer sont transparents comme au plus beau jour, et sa femme nue toisonnée à la minceur et la hardiesse d'une petite courtisane vénitienne qu'aurait aimé une fois Casanova, et devant qui Jean-Jacques aurait été gêné. Les 2 toiles de Marquet, si simples soient-elles, s'imposent à l'attention. Ce peintre regarde la nature avec bonté. Il y a en lui un peu de la douceur de saint François. Le talent de Raoul Dufy ne va pas sans analogie, d'une part, avec les peintres de Lombrie, et d'autre part avec les graveurs sur bois d'autrefois. Ses tableaux sont bien ordonnés, et il peint avec certitude. Il faut attacher un grand prix à ces petites choses qu'il s'est contenté d'exposer.
Les 3 tableaux de Mademoiselle Marie Laurencin marquent chez cette artiste un progrès considérable. Son art est plus mâle que celui des autres femmes qui s'adonnent aux arts plastiques. Et cette virilité idéale s'allie à une grâce, un charme qu'on ne trouverait pas ailleurs. On sent d'ailleurs dans ces toiles une science sûre d'elle-même et une imagination d'un lyrisme plastique très décoratif. La pureté d'un tel art est l'honneur d'une époque. Robert Delaunay n'est pas comme Metzinger, prêt à tout tenter en faveur de l'art, mais sa sagesse ne l'éloigne point des bizarreries et nous vaut cette fois-ci des toiles solidement peintes, qui ont l'air malheureusement de commémorer un tremblement de terre. Les tableaux de M. Van Dongen sont l'expression de ce que les bourgeois souffrant d'entérite appellent aujourd'hui de l'audace. Pour ma part, j'y vois bien quelques dons de peintre, mais aussi une vulgarité que l'artiste cherche à transformer en brutalité. Passons à Rousseau, le douanier. Il envoyait un grand tableau intitulé « Le songe ». Sur un sofa 1830, dort une femme nue. Tout autour pousse une végétation tropicale qu'habitent des singes et des oiseaux de paradis. Et tandis qu'un lion et une lionne passent tranquillement, un nègre joue du galoubet. De ce tableau se dégage de la beauté, c'est incontestable. Je crois que cette année, personne n'osera rire. Demandez au peintre. Tous sont unanimes. Ils admirent. Ils admirent tout, vous dis-je. Même ce canapé Louis-Philippe perdu dans la forêt vierge. Et ils ont bien raison. Merci Piquet-Cou. Alors, les chroniques d'art de Guillaume Apollinaire sont publiées chez Gallimard, dans la collection Folio Essai. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris. Métro Robert Aubercamp, fille du calvaire ou République. Téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Alors vous voyez, c'est jamais méchant, je trouve, hein, même quand il... Oui, mais enfin, à propos de Van Dongen, c'est pas méchant. Ah ben, les tableaux de M. Van Dongen sont l'expression de ce que les bourgeois souffrant d'entérite appellent aujourd'hui de l'audace. Pour ma part, j'y vois bien quelques dons de peintre, mais aussi une vulgarité que l'artiste cherche à transformer en brutalité. C'est sévère, mais je trouve que ce n'est pas méchant. Sévère, mais juste. Contrairement à Baudelaire, dont on parlait tout à l'heure, et qui lui maniait une ironie féroce, je trouve qu'il n'y a pas ça. C'est voilà, il donne son sentiment. Ça, je comprends. Et sur Van Dongen, non, mais sur Van Dongen, je trouve que c'est assez. Je suis tout à fait d'accord avec Apollinaire. Ils se surmènent comme un piano, vivent en habits comme un capot. Leur crâne brille à toutes les premières sous les lumières. Même quand c'est drôle par dignité, ils gardent un air embêté. Ils ne doivent rigoler qu'aux classiques, les pauvres critiques. À leur place, ils sont les premiers et tout le monde leur marche sur les pieds. Ils fourrent dans des fauteuils trop justes leur basse auguste. Ils ne les ressortent qu'à minuit et se tordent jusqu'au matin qu'ils lui dans d'affreuses douleurs de chronique. Les pauvres critiques. Dans le jour, il voudrait se reposer, mais il vient pour les courtiser. Des horreurs de jolies actrices adulatrices qu'ils sont forcés de complimenter sur leur façon d'interpréter, au risque de se rendre asthmatiques, les pauvres critiques. S'ils disent d'une grue quelle nullité, on pense qu'elle leur a résisté. S'ils disent de quelqu'un quelle merveille, on pense qu'il paye. Cher maître, leur disent les acteurs. Cher ami, leur disent les auteurs. Et les confrères traitent de bourriques les pauvres critiques. C'était Germaine Montero, les critiques. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours à Cacaille, qui soutiennent cette fédération anarchiste et sa voix. Avec Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale, notre Jean en service public, artistique, qui va vous exposer tout de suite un magistral papier sur... non, c'est Piquet-Cou qui s'y colle. Ah, c'est Piquet-Cou qui s'y colle. Moi, je m'embrouille dans mes papiers. Piquet-Cou qui s'y colle. Ah oui, avec la Louise. T'as pas les mêmes notes que nous, peut-être. Brello, non, j'ai pas les mêmes notes. Il a sauté une page. Louise Brello, c'est Piquet-Cou qui s'y colle.
Alors, Louise Brélo, Louise Catherine Brélo, d'origine allemande naturalisée suisse, elle est née en 1856 et morte en 1927 à Neuilly-sur-Seine. C'est une femme peintre. Elle passe son enfance en Suisse et sa vie adulte à Paris. Son père meurt alors qu'elle n'a que 10 ans. Asthmatique chronique, elle est envoyée dans un couvent près du lac de Constance pour soulager sa maladie. Et c'est durant ces longs séjours que s'éveillent ses talents artistiques. Après quelques leçons de dessin auprès d'un artiste suisse portraitiste, elle part à Paris, voulant faire de la peinture son métier. Elle s'inscrit à l'Académie Julian, un des rares endroits à laisser les jeunes filles étudier l'art. Alors le premier étage leur était réservé, mais elles payaient leurs cours 2 fois plus cher que les hommes. Elle est rapidement remarquée par ses professeurs. Louise emménage avec Sophie Chaipi et la chanteuse Maria Fuller dans un grand appartement situé avenue des Ternes, créant ainsi une de ces nombreuses petites communautés féminines qui vont fleurir jusque dans les années 1910. Mais c'est pas ce qu'on appelle maintenant la colocation ? Si. Un moyen astucieux pour partager les frais de location, voilà, d'appartements et de modèles, se garantir un soutien moral, une vie sociale, une vie affective et parfois amoureuse. Mais seulement parfois. Parfois, oui. Non, oui. Quand même. Cette même année, Louise Brélo est la seule élève de l'Académie Julian à exposer au salon, ce qui fera pas mal de jaloux, avec le tableau « Tout passé », un autoportrait où figuraient 2 de ses amis. À partir de ce moment, elle commence à recevoir des commandes de portraits. Elle en exécute la plupart au pastel, réservant la peinture à l'huile pour ses créations personnelles. Amatrice de peinture hollandaise, elle s'attache à faire varier les éclairages sur les visages. Pour travailler en plein air, elle parcourt la Bretagne, destination privilégiée par les artistes depuis les années 1880. Les académies fermant l'été, la peinture en plein air permet de trouver des modèles parmi la population locale et de s'exercer à moindre coût. Peu après, elle ouvre son propre atelier et contribue régulièrement au salon annuel où elle obtient des médailles. Louise reçoit, grâce à son succès au salon et aux critiques favorables, de nombreuses commissions de riches parisiens. Elle est devenue la 3e femme et la première non-française à recevoir la Légion d'honneur. En 1884, elle rencontre Madeleine Zillart à l'Académie Julian, qui lui demande de faire son portrait. Dès le début, un lien fort se crée entre les 2 femmes, et elles vont habiter ensemble pendant 40 ans dans leur atelier de Neuilly-sur-Seine. Madeleine sera sa muse, son modèle, sa compagne et son défenseur. Pendant la guerre, Louise fait de nombreux portraits de soldats et d'infirmières français en route pour le front. Et après la guerre, en 1918, les commandes diminuent, malgré quelques tentatives pas toujours réussies pour assimiler les nouvelles tendances. Louise Brélo n'est plus une artiste à la mode. Elle passera beaucoup de temps à peindre les fleurs de son jardin et à recevoir ses amis. Excepté dans de rares publications sur l'histoire de l'Académie Julian, où figurent quelques-uns de ses tableaux, Louise et son travail tombent dans l'oubli. Le 12 mai 1927, elle meurt à la suite d'une opération. Elle est enterrée à côté de sa mère en Suisse. Madeleine hérite de la plupart du domaine de Louise Brélo. Et en 1930, Madeleine Zillart fait don d'une 60aine de tableaux, pastels et tableaux au musée des Beaux-Arts de Dijon. Et en 1932, elle écrit « Louise Brélo et ses amis », édité aux éditions des Portiques à Paris. Donc voilà, pour reprendre un petit passage de Chronique d'art d'Apollinaire, celui-ci écrivait le 5 mars 1910 lors d'une exposition Louise Brélo, reprenant cette phrase tirée du catalogue de l'exposition « Pastel et dessus de porte ». Un portraitiste est un confident qui s'impose et qui rend à ses modèles ce qu'il ne croyait pas avoir dit. Cette phrase de Monsieur Arsène Alexandre caractérise bien le talent de mademoiselle Louise Brélo. Elle a médité devant des petites filles et leurs jeunes corps. Leurs yeux clairs lui ont inspiré des pastels délicats et expressifs. La petite fille en mousseline blanche a l'air d'une petite Sarine. Ou encore, on peut lire dans L'Intransigeant, toujours en 1910, Louise Brélo évolue. Elle expose une dentelière rousse, un portrait de femme brune et en noir, une femme lisant, une fillette qui hésite à se lever. On retrouve dans ces tableaux, avec plus de vigueur, les qualités qui ont valu à l'artiste tant d'admiration. Et ça, c'est l'Apollinaire ? Ça, c'est Apollinaire. Ça, c'est oui. Apollinaire. Alors, ces idées
c'est la même année, hein, en 1910, les deux. Alors, ces idées, en fait, sur un artiste pouvaient évoluer, ou sur le travail d'un artiste pouvaient évoluer. Mais et partir d'une... Au début, il est un petit peu acide, hein, quand il parle de Louise Brélo, il parle à un moment de démodé. Mais la même année, son sentiment a changé, il a évolué doucement, quoi. Et ensuite, une fois qu'il avait compris les intentions d'un artiste, il le soutenait avec une fidélité exemplaire. Hein. C'est assez rigolo. Original aussi pour un critique. C'était Allez Salaude et un texte d'Aristide Bruand interprété par Soisy Coeur. Alors cette chanson peut paraître surprenante après la biographie de Louise Brélo. En fait, ce que j'ai voulu exprimer, c'est qu'apparemment toutes ces jeunes femmes, quand elles vivaient en communauté comme ça, elles dédaignaient pas du tout les plaisirs parisiens, quoi. Elles sortaient, elles allaient dans les bals, les cabarets, elles se payaient quand même du bon temps, quoi. Elle faisait dans le louche. Une époque qui fait rêver notre Piquet-Cou, apparemment. Non, oui. Hein, Elle a bien aimé vivre avec des petites copines. Puis loft, là, puis ça les débauchait la nuit. Bravo. Vas-y doucement, quand même, si sa famille écoute. Pardon, André. Claude et André, alors. Non, c'était pour illustrer la musique choisie par votre enfant. C'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération. C'est une radio familiale. La voix où ce qu'il en reste. Ou la voix où ce qu'il en reste, parce que je commence à dormir. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mètres, sans pub, à Raquel, la 172e, Piquet-Cou à la régie, notre Jean à l'instruction publique, qui va tout de suite vous causer dans le poste, encore d'une histoire invraisemblable consacrée à Natalia Goncharova. Et Michel Larionov, parce qu'en fait, je préfère les nanas, les mecs. Ah bah là, ça tombe bien. Enfin, toi, je sais pas. Moi, je préfère son travail à elle, oui. Tu vois, son travail à lui. Mais c'est quand même difficile de parler de l'un, ou plutôt de l'une, sans parler de l'autre. D'accord. Ceci dit, j'ai divisé 2 tiers pour elle, 1 tiers pour lui. Ce qui n'est pas exactement comme ça qu'ils sont dans les dictionnaires. On a plutôt tendance à... C'est plutôt 2 tiers pour lui, 2 tiers pour elle. Très bien. Eh ben, nous, on s'en fout. Oui, j'aime bien que tu réorganises l'histoire de l'art. Les nanas qui payaient donc 2 fois plus cher
que les mecs... Leurs études d'art 2 fois plus... Oh, non, mais c'est dingue. Invraisemblable. C'est complètement dingue. Ouais, enfin bon. Heureusement que ça a, Mais on va y revenir. heureusement que ça a complètement changé. Non, maintenant, oui, Ouais. enfin bon, Bon. on va pas tartiner là-dessus, mais bon. Allez, en route pour l'égalité. Ouais. Natalia Goncharova, c'est 1881-1962 et Michel Larionov, c'est 1881-1964. Hein, il a vécu 2 ans quand même sans elle. Ouais. Elle était élève aux Beaux-Arts de Moscou, tout comme lui. Natalia Goncharova, hein, elle y a étudié d'abord la sculpture en fait. Ils sont payés. Aux Beaux-Arts de Moscou, Oui. je sais pas, tiens, je me suis pas renseigné. Bonne, attention, hein, 1800, Oui. c'était du temps des... Des Sards. Exactement, donc je sais pas si c'était gratuit, hein, je suis pas sûr. Hein. Non. Non, non. Il y a que les nos J'avoue que camarades bolcheviques qui ont fait un peu le ménage et puis imposé l'instruction publique gratuite et obligatoire, comme nous, en Voilà, donc 1793. elle commence par la sculpture en tout cas, et c'est là aussi aux Beaux-Arts de Moscou qu'elle rencontre donc Michel Larionov, hein, qui sera le compagnon de toute une vie. Hein. Puis elle abandonne la sculpture et commence à peindre des icônes qu'elle détruit par la suite. Hein. Ce qui me concerne, je dirais qu'elle a bien fait, mais bon, on va savoir. Hein. Ouais, bah, Il y c'est avait- une manie russe parce que Chaim Soutin, lui, détruisait ses paysages de Céret. Oui, oui. Oui, il y a quelque chose dans l'âme slave. Ah oui, oui, d'extrémistes. En 1906, à l'invitation de Diaghilev, tu sais, le chorégraphe, Ah hein, oui. elle participe à la grande démonstration d'art russe que ce dernier, Diaghilev, hein, organise au Salon d'automne de Paris. Alors son séjour dans la capitale française aura de fortes répercussions, hein, pour ne pas dire plus, sur le développement de son art. Hein. Une influence des nabis d'abord, hein, mais aussi de Toulouse-Lautrec se fait ainsi sentir dans les scènes de cirque qu'elle présente ensuite une fois rentrée à Moscou. Hein. Mais bientôt, ce seront Van Gogh, c'est assez bizarre, hein, comme chronologie, mais c'est comme ça. Hein, bientôt, ce seront Van Gogh et Matisse qui l'orienteront en même temps, hein, quand elle mettra, et simultanément, quand elle mettra au point avec Larionov ce style primitiviste dont l'originalité, en fait, était d'établir une synthèse entre l'art moderne européen et les traditions de l'art populaire russe. Hein. Lui, on y reviendra, il va aller plus loin qu'elle dans ce sens. Hein. Natalia est alors mêlée à toutes les manifestations d'avant-garde aux côtés de Larionov. Hein. Ainsi, en 1912, où elle est invitée à Munich pour la 2e exposition du Blau Reiter, dont nous avons déjà parlé dans cette émission, et pas qu'une fois, je crois. En 1913, à la faveur d'une rétrospective regroupant 761 de ses œuvres, pas rien, hein, elle 700. présente... Oui, En 1913. Alors qu'elle est née en 1880, elle est pas vieille. ouais. Plus qu'Alma Tadema, hein, qui avait fini par à la fin de sa vie avec l'opus 408, hein, je le rappelle. Ouais. Elle présente pour la première fois des toiles rigoureusement abstraites, hein, inséparables, il faut signaler, du manifeste du rayonisme, hein, qu'elle signe la même année avec Larionov. En fait, ils avaient commencé à mettre ça au point, je crois, dès 1911 ou 1912, mais ça n'a été publié qu'en 1913. Conformément à ce manifeste, hein, la peinture est traitée comme une entité autonome, hein, ayant ses formes, ses couleurs et son timbre propre, reposant sur l'agencement dynamique de rayons colorés, tantôt parallèles, tantôt brisés. Les toiles de cette période tendent à suggérer, en dehors de toute allusion directe au réel, hein, la sensation d'une 4e dimension, mon Robert. En 1914, Goncharova crée les décors et les costumes du Coq d'Or que lui a commandé Diaghilev pour la saison bar parisienne, hein, des ballets russes. C'est pour elle un éblouissement. Parallèlement à son travail de peintre, hein, elle va poursuivre alors une activité féconde de décoratrice de théâtre. Hein. Voilà, peu connue en Occident, son œuvre vaut à Natalia Goncharova une place de choix parmi les pionniers de l'art abstrait, c'est du moins mon sentiment. Les premières toiles de Michel Larionov remontent à 1898. Prenant comme sujet la campagne russe, hein, il utilise des moyens picturaux qui, par leur franchise, ne sont pas sans évoquer ceux des peintres de Pont-Aven, qu'il ne connaissait évidemment pas. Hein. Il donne ensuite des paysages au coloris tendre, hein, d'une facture proche de Renoir, c'est assez curieux, dont il utilise également la petite touche minutieuse. Hein. Parallèlement, il travaille à des scènes de la vie russe pleines de spontanéité.
À l'occasion du Salon d'automne de Paris, pour lequel lui aussi a été sélectionné, il se rend à Londres, où il découvre. C'est vachement. On a du mal à comprendre ça, mais voilà, les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il découvre lors de ce voyage la peinture de Turner. On peut comprendre que ça lui ait fait un choc. De retour à Moscou, il se libère des influences de la peinture française et commence à peindre dans un style vigoureux des portraits et des natures mortes, fortement influencés par l'art populaire russe. En 1900, il était plus sensible que Natalia à ça, et c'est pour ça que moi, j'aime moins en fait son travail. En 1910, il organise l'exposition Valet de Carreau, à laquelle participent entre autres Malevich et Kandinsky. Et puis c'est le manifeste du rayonisme qu'on a évoqué plus haut. Poursuivant cette voie jusqu'à l'abstraction la plus complète, Larionov s'impose comme l'un des pionniers lui aussi de l'art contemporain. Mais après cette audacieuse percée, il revient à un style plus réaliste et populaire, en illustrant sur de grands panneaux le thème des saisons. En 1914, il quitte la Russie avec Goncharova pour suivre les ballets russes dans leur tournée en Europe. Il s'installe à Paris, où son travail est soutenu par Apollinaire, qui présente ses œuvres en même temps que celles de Natalia à la galerie Paul Guillaume. Mais contrairement à sa compagne, et c'est là que ça blesse, lui délaisse totalement la peinture pour se consacrer à la réalisation de costumes et de décors de théâtre. Il n'en reste pas moins que de nombreux peintres, dont Malevich, ont été marqués par son audace et son exemple. Et pas seulement par ça, je dirais aussi par sa productivité. C'était tous les deux, c'était vraiment des gros bosseurs. Stakhanovistes. Des stakhanovistes de l'art, et on est toujours sensible à ça quand même. Oui, parce que je crois pas qu'il y ait de hasard. Je dis pas que tous ceux qui travaillent beaucoup sont reconnus, mais ceux qui travaillent pas le sont jamais. Voilà, alors un lien, mais j'en mettrai un aussi sur Louise Breslau, sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Merci, c'est bien de rappeler ces adresses parce que. C'était les noces de Stravinsky, sur lequel avait également travaillé Natalia Goncharova. Bien, sur Radio Libertaire, vous y êtes, musique, paroles, blabla, blagues, de comptoir, tout y est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans bête, sans pub, avec Piquet-Cou à la régie, elle est là devant nous, Jean à ma gauche, notre hussard noir, toujours aussi
enfin droit dans ses espadrilles pyrénéennes. Hein, attention, c'est pas n'importe quoi. Hein, j'ai vu une chose là-dessus sur les espadrilles du Roussillon, les espadrilles catalanes. Intéressant. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est pas très éloigné de ce que je vais vous raconter ce matin, qui concerne le père Manguin, M-A-N-G-U-I-N, qui est né à Paris en 1874, c'est pour respecter notre gens qui tient aux dates, je le rappelle, et qui fréquenta ce pauvre gland pendant 20 ans l'atelier de Gustave Moreau. Non, pas pendant 20 ans, mais à 20 ans, vous avez rectifié vous-même. L'atelier de Gustave Moreau aux Beaux-Arts de Paris, avec, je vous le demande, Marquet, Matisse, dont Jean a parlé tout à l'heure, ou c'est Jean qui a parlé de Matisse, à propos des Ruskov, là, Rouault, et Jean-Pi aussi, expose pour la première fois au Salon des Indépendants en 1902. Vous me direz pourquoi je vous raconte tout ça? Qu'est-ce que vous en avez à battre qui expose au Salon des Indépendants en 1902? Parce que c'était des parcours obligés pour les artistes à cette époque-là, sinon ils n'existaient pas. Maintenant, on n'a même plus de salon. Alors, je veux dire, on a peu de chances d'exister. Sociétaire du Salon d'automne, qui existe toujours, je le rappelle, mais bon, c'est pas le meilleur qui puisse se trouver au Salon d'automne. Il figure avec La Sieste, c'est le titre de cette œuvre, parmi les peintres fauves qui partent. Alors, attention, quand je dis les peintres fauves, c'est pas des lions, c'est pas des tigres, c'est pas des léopards, hein. C'est parce qu'ils peignaient avec des couleurs un petit peu trash. C'est donc ces peintres fauves qui participent à cette manifestation en 1905. Année où il découvre la Provence et Saint-Tropez, où il va demeurer pendant un petit bout de temps chez Signac. Alors je vous rappellerai que la Provence de Manguin, c'est pas la Provence de Brigitte Bardot. À ce moment-là, c'était un petit village de pêcheurs complètement inconnu au bord de la Méditerranée, mais qui devait être Elle charmant. aussi. Hein? Elle aussi, quand elle est arrivée. Oui. Bon. En 1908, vous avez vu la progrès. On était en 1874 quand il est né, 1905 quand il découvre Saint-Tropez, et en 1908, Saint-Tropez, pardon, pour les puristes. En 1908, il travaille à l'Académie Rançon en compagnie de Marquet, de Francis Jourdain, puis, ça se faisait pas mal à cette époque encore, puis se met en quête de paysages en voyageant à travers la France. Ça, l'avait fait aussi un peintre dont tu as parlé récemment, je ne me souviens plus du nom. Et bon, en faisant j'en ai parlé la dernière fois, en se faisant souvent halte dans sa maison Loustalais, qu'il a acheté en fin de compte à Saint-Tropez en 1920. C'est-à-dire qu'il a déménagé de ses Signac, il a libéré du terrain, parce que bon, le squat, hein, ça va un moment. Manguin peint surtout des nus. Bah, c'est pas très original parce que beaucoup de peintres peignaient des nus. Ils en peignent toujours aussi, un petit peu moins intéressant que ceux qui se peignaient à cette époque-là, mais bon. Alors des nus au lever ou à la toilette, vous en avez vu de Degas, vous en avez vu d'un peu tous les peintres. Des baigneuses, bah oui, les grandes baigneuses de Cézanne. Des paysages et des fleurs exhalant une certaine joie de vivre. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait la différence entre les nus d'un Manguin et ses bouquets de fleurs, etc., etc. Bon, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. En fait, les fleurs sont à poil, en fait, dans la peinture de Manguin. Voilà. Il fait pas des fleurs habillées, il les fait à poil. Vous voyez, c'est ces gens qui commencent à me titiller. Bon, tout ça avant de produire des toiles dans une veine fauve et des toiles qui deviennent de plus en plus recherchées, les plus recherchées de sa production, en tout cas à partir après sa mort, pour voir à partir en 1949. C'est toujours un peu le cas de certains grands peintres, enfin ou présumés tels, qui ont. D'ailleurs, j'ai regardé un film hier soir que Jean avait regardé très jeune, qui trouve maintenant détestable. Non, j'ai pas dit ça. Montparnasse 19. Non, et où on voit justement un grand peintre, enfin en tout cas pour moi, qui était Modigliani, et on voit que évidemment c'est après sa mort que ça a démarré pour lui. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres pareils. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Bah, c'est peut-être le plus fort du film en plus, ce moment-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Le rôle du méchant étant tenu par Lino Ventura, qui fait ça avec une certaine jubilation. Oui. On le sent.
Alors, au contraire de Matisse ou de Braque, des gens qui ont été aussi aux Beaux-Arts, qui ont eu les mêmes maîtres, etc., ou en tout cas pour Matisse, qui produisent des tableaux fauves durant un court laps de temps, Manguin se contente, moi je dirais pas se contente, ça c'est pas de moi ça, se contente d'atténuer sa palette pour peindre des œuvres aux couleurs moins violentes que durant les années 1905-1908, au moment où Vollard montre un intérêt assez vif à son égard en restant pratiquement égal à lui-même sans chercher à explorer d'autres voies. Enfin, il a bah, je trouve que c'est pas le moment le plus fort de ce petit baratin. Durant les premières années du XXe siècle, Manguin semble avoir l'étoffe des grands peintres fauves, tels Derain que je déteste, Lavin que je comprends plus, Matisse non plus, Vendôme encore moins, Fritz ou Braque. Toute cette bande-là, je les supporte pas. Mais au fil des ans, il finit par se contenter du modeste. Alors c'est là. Alors retenez votre souple. Écoutez bien. Bah, en tout cas, toi, tu le retiens, oui. Parce que ça, voilà. Mais au fil des ans, et là, il finit par se contenter du modeste bonheur de n'être seulement qu'un petit maître, simplement heureux de peindre des paysages de Provence, qui, avec Jean Puy, fut un des rares artistes restés plus ou moins fidèles au fauvisme. Je trouve ça magnifique. Voilà un peintre qui se la joue pas, comme la plupart des peintres, et qui dit, oh non, moi je vais rester là, en Provence, je vais faire mes paysages, je jouis en les faisant, c'est le bonheur parfait. Et il faut dire que ces paysages respirent effectivement le bonheur, avec des couleurs qui sont très belles, enfin c'est vivant, ça vibre, voilà. Et alors, notre camarade Guillaume Apollinaire, qui a été blessé grièvement à la tête pendant la guerre de 14, ce qui fait que sa vie a été abrégée qu'en 1918, il l'a glissé, hélas, pour les peintres. Puis donc là, ça avait altéré son jugement, bien sûr. Voilà ce que dit notre camarade de Guillaume, du père Manguin. Écoutez bien, parce que c'est quelques lignes, mais comme disait Jean, c'est un mec, ouais. Monsieur Manguin est un peintre voluptueux, coloriste. Il se cantonne dans l'expression de contraste d'où jaillit une lumière mi-partie livide, mi-partie couleur de chair. L'étrangeté de ces teintes heurte le dessin académique de ces nudités. Nudités, je vous conseille de les regarder de très près. Un charme réel mais déconcertant résulte de cette bizarre opposition d'un peintre et d'un dessinateur qui ne sont qu'un même artiste. C'est des textes comme ça, il faut les lire, les relire, les chanter, enfin bref. Les nus de Manguin ont une franchise païenne. Ces paysages émerveillés disent la jeune gloire des sites en juin, après le lever du soleil. Bien construites, les natures mortes de Manguin flattent l'œil plus peut-être que les autres tableaux. C'est que dans ses compositions, l'instinct du coloriste que M. Manguin se révèle tout entier, sans être gêné, comme dans les nus, par la préoccupation de dégager des principes. Guillaume Apollinaire, L'intransigeant, 1910. Ça fait donc 102 ans qu'a été écrit ce texte, et je veux dire qu'il est d'une fraîcheur, comme les peintures de Manguin le sont quand on les regarde aujourd'hui. Ouais, donc il n'avait pas, en 1910, il n'avait pas encore de bandage autour de la tête, donc son jugement n'était pas altéré. Ouais. Manguin, qui, tu l'as dit d'ailleurs au départ, était très proche de Marquet, d'Albert Marquet, mais un Marquet exubérant, je trouve que c'est curieux. Ils ont peint beaucoup d'ailleurs ensemble, de concerts, mais alors c'est un Marquet exubérant qui aurait mis de l'ail et de l'huile d'olive dans sa peinture. Autant lui, l'autre utilise des tons. C'est plutôt un peintre de Paris d'ailleurs, Marquet. Ouais. C'est que lui, il y a une petite bande très réduite, mais de peintres que je dirais pas provençaux, mais qui ont beaucoup travaillé en Provence, comme Chabot aussi. Peut-être qu'on vous en parlera dans une prochaine émission, des peintres oubliés. Chabot, il y a un plus récent qui s'appelle Ambrogiani, qui est un peintre. Ah oui. Pierre Ambrogiani, oui. Une peinture fabuleuse. Ah oui, un peintre qui a peint la Provence aussi. Il y a des histoires marrantes sur Ambrogiani, parce que j'avais lu quand j'étais en Provence, j'avais lu des trucs sur lui. Il avait sur le plateau de Sault, il louait pour les vacances tous les jours. Il avait une famille. Là, il s'appondait chez les Ambrogiani.
Et il louait donc un mas, quoi, et il y allait avec sa famille, etc. Puis il y avait plein d'amis qui venaient, c'était la bamboula en permanence, mais en même temps il peignait, quoi. Il a peint des paysages du plateau de Sault qui sont magnifiques, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a du manga chez Ambrogiani. Il y a aussi Baboulaine. Baboulaine, absolument, oui. Ouais. Et là, les Baboulaines, j'en ai vu de très près, parce que Gordon en avait acheté 2 pour son mas de Saint-Cyr, là. Donc, c'était effectivement aussi un peintre. Enfin, il y a quelque chose, il y a une vie, il y a une légèreté, il y a pas des trucs de pédanterie, de machin, je suis le plus fort et tout ça. Tout ça, ça. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase. C'est ce truc sur Manguin qui rêve du modeste bonheur de n'être qu'un petit maître et tu vois de. C'était Gilbert Bécaud, le petit oiseau de toutes les couleurs, donc un petit clin d'œil aussi à Claude, qui est une ancienne fan de Gilbert Bécaud. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Si vous avez des commentaires sur Radio Libertaire, la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans pub, mais qui aime les couleurs, qui aime la vie, qui aime les femmes, surtout les femmes d'ailleurs. Non. Apollinaire aussi. Apollinaire aussi, par exemple, je parlais tout à l'heure de Goncharova et Larionov, il était nettement plus dithyrambique en ce qui concerne Goncharova. Un peu comme nous, quoi. Oui, bien sûr. Nous, on privilégie les femmes. Bon, c'est pas une question de rien du tout, c'est simplement comme ça. On a un penchant pour les femmes. Bon. D'autres gens qui va vous parler tout de suite disaient pas de pas manquer. Et quand on dit à ne pas manquer, c'est à ne pas manquer. Parce que nous-mêmes, nous y allons après avoir écouté ou lu les papiers de gens, souvent on y va. Et on découvre des choses merveilleuses. Voilà, et je commence par un petit clin d'œil à mes Camarluches et à ce que vous avez fait tout l'été. Oui, avec une abnégation, avec un talent. Oh oui, arrêtez. Tous les mardis. Je sais pas comment vous avez tenu. Je sais pas comment vous avez tenu 2 mois sans moi, mais vous avez tenu. Faites la part des choses. Faites la part des choses, chers auditeurs, auditrices.
Et très bien tenu même. Oui. Donc de Paris à Barbizon, Auguste Lepère. Vous connaissez Auguste Lepère? Le père Auguste. Et non pas le père Auguste. Au petit château de Sceaux. Je suis désolé de vous envoyer aussi loin. Hein. Prenez votre casque colonial. Hein. Oui, en 92. Eh oui. 9 rue du Docteur Berger, le petit château de Sceaux. Hein. 92 330 Sceaux. Et c'est valable jusqu'au 16 décembre de cette année, cette expo. Alors, figure-toi, mon cher Robert, qu'Auguste Lepère, 1849-1918, est considéré comme l'un des plus grands graveurs français. Oui. Hein. Toi qui vendrais père et mère pour... 1918, je crois que j'ai un bouquin sur lui. Toi qui vendrais père et mère pour une minute de gravure dans un film. Oui, ça c'est vrai. On trouve ses œuvres en fait dans plusieurs musées en France et à l'étranger. Hein. Fils d'un sculpteur, bon, voilà, les chats font pas des chiens ou l'inversement. Hein. Ouais. Il entre à l'âge de 13 ans comme apprenti dans l'atelier du graveur Joseph Smithon. En 1872, il crée un atelier rue des Abbesses à Paris. Hein. Il travaille pour Le Monde Illustré, l'Illustration, la Revue Illustrée ou encore le magazine Pittoresque. Hein. La gravure de teinte... ça, notre Robert pourrait nous expliquer ce que c'est. Hein. Alors extrêmement en vogue, atteint son stade ultime, hein, donnant des œuvres qui, dans l'excès de la virtuosité de ses praticiens, sombrent malheureusement souvent dans une grisaille uniforme. Hein. Le père, lui, Auguste Lepère, préfère se tourner vers les primitifs, hein, les graveurs de l'époque romantique, et même les Japonais, hein, dans un retour à plus de simplicité. Hein. En 1889, il crée la revue L'Estampe Originale, puis il est directeur artistique de la revue L'Image, hein, tentative pour remettre à l'honneur la gravure sur bois battue en brèche par les techniques nouvelles. Hein. Il se met à la gravure sur bois de film et aussi à l'eau forte, à la lithographie. Mais Auguste Lepère est aussi un peintre. C'est tout ? C'est tout, oui. Il peint à Paris, à Fontainebleau, en Vendée, en Picardie, en Provence, en Italie et en Dordogne. Quand on dit il peint, c'est qu'il y faisait des séjours prolongés, hein, où il finit d'ailleurs ses jours à la Dordogne. L'exposition rassemble 2 séries d'estampes dessinées puis gravées entre 1886 et 1890 pour la Revue Illustrée. La première intitulée « Autour des fortifications ». Ah, c'est les fortifications, hein, dont il reste pas grand-chose. Hein. Accompagne 2 articles de Huysmans publiés en 1886. Huysmans, dont on a lu aussi déjà des textes ici. Hein. Du quai du Point du Jour jusqu'à Javel, en passant par la pointe de l'île de Billancourt, hein, 34 estampes évoquent le quartier des Guinguettes, hein, ces cafés en plein air, chantant en soirée, et les quartiers ouvriers. Ah bah on va qui ne peut que... Hein, Robert Je savais que si je ne devais garder qu'un aspect de l'exposition, c'est celui-là qu'il fallait que je privilégie. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour envoyer Robert. C'est à la limite prostite. Hein. Enfin, bon. Autant piquer coup, joue de la gambette sans sourciller quand il s'agit d'aller voir une expo, autant le Robert. Si vous voulez un jour le punir, vous l'envoyez 2 heures au musée d'Orsay. Ah non, je tiendrai pas 2 heures. Aux portes de Paris, la campagne côtoie les usines de Javel, un quartier de besogneux, ça paraît curieux aujourd'hui, hein, quand on y pense, qui a donné son nom, faut-il le préciser, à l'eau fabriquée sur place, l'eau de Javel. Oui. Je crois que j'avais vu à une exposition sur les ouvriers, là, l'origine de Javel. Tiens, je dis en passant que Miguel Barcello est en train de faire un ouvrage pour les éditions de La Différence où il peint entièrement à l'eau de Javel. Oui, c'est sûr. Ah non, sur du noir comme ça, profond et tout, c'est une merveille. Je ne vous dis que ça, les cocos, ça va faire... C'est-à-dire l'encre de Chine et puis à travailler à l'eau de Javel. C'est-à-dire qu'une fois que le noir est, tu vois... il l'attaque à l'eau de Javel. D'accord. Voilà, plus ou moins évidemment dilué dans l'eau. Le résultat est splendide, il peint comme ça directement au pinceau. Bon, avec le talent qu'on lui connaît, ça vous a une gueule, on en reparlera. Hein. Et puis Henri Rouard, l'œuvre peinte, ça c'est au musée Marmottan-Monet, 2 rue Louis Boilly, dans le 16e arrondissement de Paris. Hein. Je suis désolé, le 92, le 16e, mais c'est pas moi qui décide des lieux. Hein.
Enfin, ceci dit, bientôt Bagnolet, enfin, on vous en reparlera et cette expo, c'est valable jusqu'au 11 novembre 2012. Première grande exposition monographique consacrée à cet artiste peintre et collectionneur. Une quarantaine de tableaux ont été réunis afin de faire connaître au grand public l'œuvre d'un peintre discret et exigeant, ami et compagnon des impressionnistes. Henri Roy rencontra Edgar Degas sur les bancs du lycée, où ils nouèrent une véritable amitié. Tout en s'adonnant à la peinture, il acquiert nombre d'œuvres de ses amis impressionnistes, dont il fut aussi bien souvent, on repense à Caillebotte, le mécène, pour peu à peu constituer une véritable collection. Voilà. En passant, je précise que c'est le grand-père de l'académicien Jean-Marie Roy qui raconte cette histoire où le portrait de Berthe Morisot aux violettes ou à la violette, je ne sais plus, qui aujourd'hui est exposé à Orsay, dont on parlait tout à l'heure, était le support d'un jeu de fléchettes pour les enfants qui couraient dans les couloirs de l'appartement. Voilà. Sympathique. C'était Damia, la guinguette a fermé ses volets. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, une œuvre de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. C'est donc cette œuvre dont on vous parle tous les mardis pour vous inciter à verser votre bol. Apparemment, ça marche. Apparemment, ça marche ? Non. Non. On n'en sait rien d'ailleurs, mais bon. Mais quand même, on vient de se racheter un engin à 400 et quelques euros qui était pété, donc c'est qu'on a quand même au moins 500 euros sur notre compte. Ah, l'influence d'Aracaille se fait tout de même sentir. Et alors, vous pouvez nous soutenir en achetant la carte d'auditeur
que vous pouvez trouver à la librairie Publico, en vous adressant à nos valeureux, légendaires, prestigieux permanents, Laurent ou Max, qui vous la remettront avec beaucoup de gentillesse, moyennant évidemment 28. Il ne faut pas non plus oublier le truc. Pour cette radio, qui est une radio associative, et comme toutes les associations depuis le dernier régime, là, quand on pouvait appeler ça un régime, le régime sarkozyste, en ont pris plein dans la gueule, et il y a de moins en moins de nous on n'a pas trop de subventions, donc bon, de ce côté-là on va pas pleurer, mais quand même les petites structures sont, comme je le répète tous les mardis, très 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 en danger. Comme la librairie Publico, où vous allez aller retirer votre carte d'auditeur moyennant 20 €. La librairie Publico aussi, une structure associative, une petite librairie, et vous savez que toutes les librairies, associatives ou non, militantes ou non, sont vraiment en danger. C'est des statuts extrêmement précaires, puisqu'ils subissent d'abord une chute du lectorat, et en plus, la prégnance et la prédation plutôt des grandes surfaces et des ventes de livres par correspondance avec Amazon et tous ces machins-là que vous connaissez. Donc, il faut vous précipiter. Je dis bien vous précipiter à la librairie Publico. Et comme on vous le dit tous les mardis, après le papier de Jean, en métro, en bus ou à pied. Pour le métro, c'est Oberkampf République ou Fille du Calvaire, 145 rue Amelot. Et là, vous allez trouver tous les livres que vous voulez, mais surtout des livres qui traitent de questions un petit peu particulières comme l'anarchie, mais aussi des livres de littérature générale, une presse révolutionnaire et militante, des CD, des DVD, des t-shirts, des sweatshirts, des pins, des badges, des affiches, des flyers, vous voyez, tout un petit bazar qui permet de mettre, comme on dit, du gras dans les épinards. Je sais pas si c'est oui, quelque chose comme ça. Voilà. La librairie Publico, elle a besoin de vivre parce que c'est une vitrine quand même de l'anarchie à Paris. Il y a d'autres librairies anarchistes, mais celle-là, elle est emblématique puisque c'est une œuvre de la Fédération anarchiste. Une œuvre de la Fédération anarchiste, c'est pas n'importe quoi. Et on a besoin qu'elle vive. Vraiment, on l'aime, notre librairie Publico. On aime le travail de ces permanents qui font justement tous les vendredis et les samedis, mais la Piquicou, c'est à la 2 minutes, et vous en parlera. Il y a une manifestation ce vendredi, ce samedi, voilà. Et Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, un magazine aussi prestigieux que cette librairie, que cette radio. On va pas se payer de mots, on s'en fout, hein. Ça nous coûte rien de nous dire que c'est prestigieux, puis en plus on y croit. Le Monde Libertaire, qui paraît une fois par semaine, avec des articles, comme la librairie Publico, il y a des articles militants, mais aussi des articles écrits par des sympathisants de notre mouvement, comme Le Varet, comme Tertrais, pour ne citer que. Voilà. Et puis, oui, pour ne citer que, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est ceux que j'ai dans la tête en ce moment. Quand j'ai une petite tête, je peux pas en mettre 200 000 dans la tête. Le Monde Libertaire que vous pouvez trouver en dépôt de presse à la librairie Publico et auquel vous pouvez vous abonner à la librairie Publico. Toujours pareil, en vous adressant à nos charmants perdants, Max et Laurent, en alternance. Voilà, Le Monde Libertaire qui paraît aussi dans quelques kiosques de la capitale, là, mais pas beaucoup, hélas, parce que comme c'est pas une parution pléthorique, style gratuit, non mais il n'y a pas les gratuits dans les kiosques. Non. 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 Non, je vois mal les kiosquiers distribuer un gratuit, tu vois. Gratuit, mais ça vient, non. Faut pas s'inquiéter pour ça. Puisque il y a encore que quelques kiosques indépendants, mais la plupart sont maqués avec des entreprises de presse. Enfin, je crois. Même si c'est pas vrai, je m'entends. T'aurais pu un peu te renseigner, quoi. J'aurais pu me renseigner. Voilà, j'ai fini mon petit business. Je vais laisser la parole à la camarade Piquet-Égout qui a une annonce à vous faire. Et puis après, on range nos gaules et on se tire. Voilà, donc vendredi 28 à 19h30, une soirée vidéo à la librairie Publico. Paroles d'ouvrière, Paroles de Vendeur, un film de Richard Coppens de 1996. Le 10 juin 1968 à Saint-Ouen, aux usines Vendeur. Après plusieurs semaines d'occupation par les ouvriers, c'est la reprise du travail. Dans un court-métrage, une jeune femme dit qu'elle n'y retournera pas. Donc voilà, la soirée est suivie d'un débat.
Et le samedi 29 à 16h30, un débat autour de l'ouvrage de Clément Magnier, Cipriano Merassens, de la guerre à l'exil. L'utopie est-elle contrainte d'embrasser les méthodes de ses ennemis pour vaincre? Suivi. Magnifique. Voilà, tout un programme. Eh bien, Tout un programme, oui. bien, salut. Voilà. Salut à tous. Au revoir. Et ça continue, Radio Libertaire. Hein. N'éteignez pas votre poste. Hein. Après, il va y avoir une émission aussi qui compte. Enfin, bon. Et pour faire la transition, Genova 2001 par le groupe Hydra. Ah. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fut tendre à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va, donc honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. police, assassin, une mémoire pour le futur. On leur décompte pour les victimes de rien n'éteint jamais. Et tout mon respect est baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout y Bianchi, à tous les autres et sans nom. Seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne, donc c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards des J8. On t'avoue à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini.